L'enregistrement est lancé et comme d'habitude, moi, je fais ma petite intro. Francis, bonjour d'abord à toi. Eric, bonjour, comment vas-tu? Très très bien, Francis. Bonjour donc à Francis, le Sphinx, mon ami, la légende, IFBB. Et bonjour à tous nos internautes qui nous suivent de plus en plus régulièrement. Merci à eux. Oui, bonjour à tous les internautes, sans oublier les internautes au féminin, Oui, puisqu'elles sont de plus en plus nombreuses maintenant. On a des questions qui arrivent, et donc c'est bien d'avoir la gente féminine qui intervient, et on souhaiterait avoir de plus en plus de femmes, de jeunes femmes qui interviennent lors de nos podcasts. oui, nous en sommes ravis. Hein. Ça serait, Ah oui. ça serait fou de dire le contraire, parce qu'au contraire, il y a beaucoup à apprendre et je pense que ta méthode est parfaitement adaptée à leur desiderata et à un mode de vie, de toute façon, en général, et au Et bien-être. puis, il y a de plus en plus de pratiquantes maintenant et de tout âge, et elles commencent très jeunes. Euh, il suffit de voir autour de nous, et, bon, notamment ici en Afrique du Sud, à Cap Town, il y a beaucoup de jeunes femmes de 16, 17 ans qui s'inscrivent et qui commencent donc à s'entraîner pour se mettre en forme, mais aussi en pensant santé, longévité à un jeune âge. Donc il y a plus d'informations qui circulent maintenant. On sait que l'entraînement en résistance est l'entraînement pour la santé, pour la longévité, pour le bien-être et puis pour changer son apparence physique, son esthétique. Et j'ai eu l'occasion de voir une personne relativement âgée, une senior, au gym ce matin. Elle avait passé allègrement les 80 ans, les 80 ans. Ça Et ne elle m'étonne pas. s'entraîne régulièrement. C'est une ancienne danseuse, elle est très souple, mais elle s'entraîne régulièrement. Elle donne même des cours aquagym pour les jeunes et les moins jeunes. Moi, j'en suis persuadé, et puis je pense surtout que c'est notre objectif à tous, c'est de s'entraîner le plus longtemps possible et de rester valide le plus longtemps possible, et actif surtout. Donc, notre mission, Eric, c'est de toucher le plus grand nombre et notamment la gente féminine et de tout âge, donc de 15 à... Avant, on disait de 7 à 77 ans. En ce qui concerne notre activité sportive, ben, on peut dire 14-15 ans jusqu'à 120 ans, 120 ans. Francis, comme les Japonais. tout à fait d'accord avec toi, J'ai comme bien 17 souvent. ans. Oui, oui, c'est vrai, bien plus longtemps. Mais il y a tout un ensemble de Évidemment. choses, mode de vie, alimentaire, on y reviendra. Oui, Et d'ailleurs, on en parlera dans le e-book qui progresse. Nous, on s'est mis en prévision comme ça quelques vidéos qu'on va inclure dans le e-book là, pour la Noël. Aujourd'hui, Francis, on va répondre à certaines demandes d'internautes très très précises, mais qui, hum, qui regardent plus, je dirais, ta carrière, le personnage. Donc aujourd'hui, on va parler de Francis Benfato, la légende. C'est d'ailleurs le titre du podcast. On va le faire en plusieurs épisodes, parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Alors commençons par le commencement. Tout d'abord, moi j'aimerais savoir, au-delà du fait que tu es né au Maroc, à Casablanca, à quel moment vraiment, c'est toujours la première question que l'on pose, à quel moment tu t'es dit, moi je veux pratiquer ce sport-là, et pour quelle raison? Est-ce que c'était en complément d'autres sports, puisque tu as fait des sports de combat, tu vas nous le dire, ou est-ce que déjà tu entrevoyais qu'un jour tu foulerais une scène de compétition et que tu poserais comme ça à côté d'autres culturistes pour en faire peut-être un jour même ta carrière? Comment ça t'est venu tout ceci? ben, tout a commencé lorsque j'ai vu mon père s'exercer euh, dans la cour de l'entreprise familiale, puisque à l'époque, mon père travaillait pour son père, qui avait un garage d'électricité automobile. Et il avait une barre olympique et il faisait des exercices avec des ouvriers, donc des employés de la société. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois une barre, des disques, et mon père s'exerçait. Alors tout a commencé à cet âge-là, à 7-8 ans. Ensuite, j'allais beaucoup au cinéma, j'ai pas changé, je suis cinéphile et je l'étais déjà donc à l'époque avec mon ami Vincent Tedesco, un Italien, puisqu'il y avait pas mal d'Italiens à Casablanca. Et donc en face du cinéma qu'on fréquentait, il y avait un club de remise en forme. À l'époque, ça s'appelait Club de culture physique. Et sur le mur de ce club-là,
à l'extérieur, donnant sur le trottoir et donc sur la rue entre le cinéma donc et le gym. Donc sur le mur, il y avait une vitrine avec des photos du gym et puis il y avait deux culturistes en pose, en photographie. Et je me rappelle un des deux, puisque je l'ai rencontré après pour mon championnat de France junior à Paris. Ce culturiste-là était Léon Césarion, D'accord. que tu as peut-être connu. Et il Non, était en pose malheureusement, non. triceps de profil, et il avait une sangle abdominale euh, exceptionnelle, et puis un super triceps, un bon galbe, etc. Donc, je crois que c'était un Guadeloupéen ou un Antillais. Et donc, j'ai rencontré Léon Césarion plus tard, lors du championnat de France organisé par Serge Dumbré. Le Donc, grand en Serge. 1977, si mes souvenirs sont bons. Et Est-ce que donc tu ça, as... ça a été aussi le déclenchement. Bon, mon père, dans un premier Ouais. temps. Ensuite, donc quand j'allais au cinéma, ben, à chaque fois que j'allais voir un film, le jeudi à l'époque, on n'avait pas classe, c'était le jeudi après-midi, enfin le jeudi C'était de un peu la l'époque journée. des péplums. Oui, les films de Peplum. J'allais beaucoup voir Jerry Lewis aussi, puisque on aimait bien rire, et puis il y avait beaucoup de films comiques, et Jerry Lewis avec Dean Martin, etc., comédie musicale, et je me régalais, et puis on s'éclatait, donc avec mon copain Vincent. Et je manquais pas, on prenait nos places, et je manquais pas, en attendant que la séance commence, séance qui était permanente, et on voyait le film à tire-larigot, hein. On Ouais. faisait deux séances, hein, faciles, hein. D'affilée. Et donc, pour le prix d'une, hein, au cas où on aurait loupé quelque chose. Bon, bref, j'allais toujours près de cette vitrine et j'admirais donc ce culturiste qui était à l'époque Léon Césarion en photographie. Et puis j'appelais à chaque fois mon copain, mais lui, il en avait marre. Une fois, il avait vu, puis ça l'attirait pas plus que ça, quoi. Donc ça a été la deuxième fois. Et la troisième fois, c'est lorsque ma mère m'a amené chez un kinésithérapeute parce que j'avais une petite scoliose et donc pour rétablir un petit peu cette petite déviance au niveau de la colonne vertébrale, je faisais des séances chez le kiné. Et il se trouve que ce kiné s'entraînait et à la fin de ma rééducation, il me faisait faire des mouvements comme par exemple le cœur d'un bras, l'haltère, etc. Et là, j'ai ressenti donc le muscle travailler. J'avais quoi? J'avais peut-être 11 ans. Donc de fil en aiguille, j'avais 11 ans. J'ai adoré donc cette sensation éprouvée lors de mes séances de rééducation chez mon kiné. Voilà. Donc c'est comme ça que tout a commencé à Casablanca et très jeune puisque ça a commencé à l'âge de 7 ans. Mais j'ai toujours été fasciné par le muscle à l'écran. Tu citais les films de Peplum. Bon, Steve Reeves évidemment, que je connaissais pas à l'époque. Il y avait Reg Park aussi, que j'ai connu plus tard, parce que c'est lui qui m'a fait venir la première fois en Afrique du Sud. C'est bizarre, tu vois, je voyais ses films, et puis après, c'est lui qui me fait venir pour faire une série de séminaires et démonstrations donc à Johannesburg et tout autour, en Afrique du Sud. Euh, donc, c'est comme ça que tout a commencé à Casablanca, au Maroc. Et puis après, ben, en rentrant à Toulouse, très rapidement, je me suis mis donc à la pratique de la musculation puisque je faisais de la boxe anglaise à l'époque et j'avais un copain Alain Sanchez qui est policier à Paris. Donc Alain m'a converti donc à la musculation parce qu'il avait une bonne frappe et puis il dit tiens si tu veux avoir une bonne frappe il faut absolument que tu t'entraînes au poids et aux haltères. Donc il m'a amené, j'étais trop timide pour aller tout seul de toute façon. Lui il était plus dévergondé que moi. Et il m'a dit, écoute, Francis, tu vas venir avec moi et puis tu vas faire une séance. Et puis il m'a présenté au prof de l'époque. Et puis on s'entraînait donc dans un gymnase. Et on partait du quartier des banlieues de Toulouse, à pied jusqu'au centre-ville de Toulouse. Et c'est une grande ville quand même, hein, Toulouse. Pour aller s'entraîner. Et on revenait à pied et on s'entraînait au moins 2 heures. Tout ça pour pouvoir économiser l'argent qu'on avait pour le bus et puis s'acheter plutôt du lait pour avoir des protéines pendant et à la fin de la séance. J'espère que, sincèrement, que tous les internautes profitent autant que moi, parce que j'ai appris beaucoup de choses, tu vois, on discute souvent, hein, tous les deux, mais des petits détails, des anecdotes que je connaissais pas du tout, et là, en effet, tu remontais assez tôt dans le temps, à 7 Ah ans, oui, ah 11 oui. ans. Petit mot, encore une fois, je tiens à le faire, je l'avais fait dans le précédent podcast, sur, pour ta maman.
Ah oui, Raymond, qui intervient souvent sur vraiment. Bodybuilding Rules. Pour ta sœur Ouais. Jocelyne, qui m'a laissé un petit message sur mon compte Eric Rallo Josie, Bodice, oui, oui, voilà, oui. qui a dit bon podcast à tous les deux, elle nous fait un bisou à tous les deux. Donc on la remercie aussi parce elle est régulière et elle suit Ah oui, bien sûr oui. ta carrière. Comment justement, ça me fait penser, comment ta famille, puisqu'on sait qu'ils sont tes premiers fans, ont vécu ton amour justement pour ce sport-là, puisque beaucoup d'entre nous ont vécu d'abord le regard de nos parents un peu inquiet. Tu sais, quand on regarde un peu trop de corps musclés masculins, même si on regardait, moi, les féminins aussi, hein, les Miss Olympia de l'époque, il y a eu cette petite interrogation. Comment ils ont vécu ça, eux, ton approche, jusqu'à ce que tu décides vraiment en faire ta passion et ton métier? Eh ben, dans l'ensemble, bien. Bon, lorsque j'ai commencé vraiment à m'entraîner, mes parents ont divorcé. Donc, si tu veux, j'étais un petit peu le protecteur de la famille. J'avais mes deux sœurs avec moi et ma mère. Donc, c'est vrai que faire de la boxe anglaise, faire de la musculation, vivant dans les quartiers chauds HLM de Toulouse, bon, c'est pour mes sœurs en tout cas, et notamment pour ma sœur aînée, c'était un plus. Mais sinon, ma mère s'inquiétait un petit peu puisque je décrochais les photos qu'il y avait dans Pleine Forme et dans le monde du muscle pour tapisser les murs de ma chambre. On a tous fait. Et donc, j'étais fou amoureux de cette activité sportive et j'étais fan à l'époque d'Arnold Schwarzenegger, évidemment, qui ne l'a pas été et qui ne l'est pas encore au jour d'aujourd'hui. Et puis de Serge Dubré, des Français. Donc il y avait Serge Dubré, il y avait Gérard Bouinou, il y avait Jacques Neuville, il y avait José Rabanal, j'en passe, et des meilleurs. Il y avait toute l'équipe donc antillaise, guadeloupéenne, etc. Donc parce qu'on avait pas mal de gens de couleur, de noirs, qui avaient des physiques absolument spectaculaires. Et donc voilà. Ma mère s'inquiétait un petit peu, mais elle s'est vite rassurée quand j'amenais régulièrement des filles à la maison. Et quand je dis régulièrement, c'est pour pas dire souvent. Souvent. Et bon, il faut dire ce que tu es, ce qui est, pardon, sacré playboy quand même, hein, sacré playboy. À l'époque, oui, bon, j'ai pas mal changé depuis, j'ai 57 ans. Hein. Je Tu m'en vais vis, sur 58. tu te Mais bonifies, tu vieillis pas, tu te bonifies. merci. C'est vrai que quand je regarde les photos, parce qu'à l'époque, je ne savais pas, hein, personne ne me le disait, surtout pas ma mère. Hein, elle avait peur que je prenne la grosse tête. Oui. Donc personne ne le disait. Mais c'est vrai que ben, quand j'ai commencé à aller en discothèque ou en boom, ben, je me suis aperçu que ça marchait quand même. Ça fonctionnait assez bien pour moi. Et puis j'arrivais à danser les premiers slows rapidement. Voilà, Avant et tout à le monde. emballer rapidement. Petite question, Francis. Il y a des photos qui circulent où on te voit assez jeune, très, très, très maigre, enfin maigre, très mince en tout cas, même si on voit déjà une certaine ligne, un V qui part, et d'ailleurs avec des insertions de dorsaux assez bas, qui est un peu Oui, ta génétique, mais tu l'as travaillé oui, aussi beaucoup. Hein. c'est vrai. Ton poids, ta taille, au moment où vraiment tout a commencé. Ben, lorsque j'ai commencé à pousser mes premières barres au gymnase Garabé à Toulouse, je faisais 54 kilos pour la taille à peu près que j'ai aujourd'hui, puisque j'avais 15 ans. D'accord. Et aujourd'hui, tu es dans de la mètre 72, Aujourd'hui, je fais 1m70. 60, voilà, Donc, je 70. faisais peut-être 1m65 hein, lorsque j'ai D'accord. commencé, pour 54 kilos à peu près, 55 kilos lorsque j'ai commencé. Tes premiers contacts avec la fonte, alors l'amour, tu l'avais déjà, Formidable. la sensation tout de suite, l'envie d'apprendre rapidement auprès des meilleurs, des gens qui... En plus, tu étais dans une époque où il y avait quand même pas mal de célébrités, et tu l'as dit, pléthore de champions, hein, et tu as cité Jacques Neuville, Bouignoud. Tu les connaissais déjà, tu les as connus relativement jeunes, tu es allé comme beaucoup de fans ont fait, dans des séminaires, tu t'es rapproché d'eux, tu as demandé des autographes, comment ça s'est passé? J'ai rencontré nos champions de l'époque français en 1977. C'est là que j'ai rencontré Jacques Neuville, José Rabanal, Jean Sange. Il y avait pas mal de Toulousains. Jacques était de Alès, du côté de Nîmes. José, lui, était de Tarbes. Il était surnommé le Cric de Tarbes. Et donc, je les ai rencontrés en 1977. Sinon, au tout début, lorsque j'ai commencé à faire de la musculation, donc les premières sensations que j'ai eues avec les barres,
ont été assez spectaculaires puisque bon, j'avais pas trop d'équilibre pour faire du développé couché. Je me rappelle mes premiers développés couchés, je les faisais péniblement à 26 kilos. C'était une barre avec des disques qui étaient en bois et puis en fonte. Donc la barre était notée avec une craie puisque c'était donc la surface était en bois et donc il y avait marqué dessus donc inscrit 26 kilogrammes. Et donc c'est pour ça que je m'en rappelle, ça m'est resté. Et donc je faisais des développés couchés à 26 kilos et mes premières sensations c'était assez spectaculaire parce que j'ai remarqué qu'après mes premières séances, lorsque j'arrivais à la maison et que je mangeais, ben je tremblais un petit peu. Et puis ça me faisait drôle. Et puis je trouvais que le verre était léger, le verre rempli d'eau, ou que tout était léger. Mon assiette remplie, bien remplie à l'époque, d'aliments et un peu de tout. Hein. On faisait ce qu'on pouvait à la maison. Et donc ça me fascinait. Puis je tremblais un petit peu puisqu'il y avait donc cette émotion, ce mélange de bon le travail du système nerveux, je suppose, avec le travail musculaire, etc. Donc c'était mes premières impressions, ça. Mais très bonne impression. Mon appétit s'est développé. J'avais très bon appétit déjà de tout gosse. Hein. Je mangeais énormément. Je reprenais 2 fois en règle générale. Et puis quand mes sœurs ne finissaient pas les plats, c'est moi qui les finissais. Surtout lorsque j'ai su qu'il fallait manger pour prendre du poids. Alors là, quand elles finissaient pas, j'étais content. Ça me rappelle quelqu'un. Alors, mon frère écoute aussi nos podcasts. Il se souvient des assiettes que je lui piquais parce qu'il avait du mal à les finir. Et puis, moi, c'était pas le cas. Voilà. Tu avais une alimentation, j'imagine, fortement méditerranéenne, hein, puisque né au Maroc, ensuite vivant dans la région toulousaine, c'était constitué de féculents, j'imagine, pâtes, couscous, d'avoir ce genre de choses, protéines. Comment c'était à l'époque, puisqu'on était bien loin de tout ce qu'on savait et de tout ce qu'on sait aujourd'hui, mais c'était quand même sain. Est-ce que tu calculais pas, tu mangeais abondamment tout simplement parce que tu te disais, c'est ça. Voilà, pour prendre du poids, parce qu'à l'époque, je pense que c'était du poids encore, hein, c'était pas vraiment du muscle de qualité, c'était se manger plus, tout simplement, dans un premier temps. Tout simplement, il faut dire que depuis ma naissance jusqu'à notre départ de Casablanca, pour arriver donc en France, hein, puisque on est parti en 1971, on mangeait sainement, correctement, équilibré. C'était des plats familiaux. C'est ma mère qui cuisinait la plupart du temps. On avait une cuisinière aussi qui cuisinait à la maison et qui faisait aussi le ménage, etc. Mais on mangeait très sainement et on allait au marché tous les jours. Ma mère allait au marché tous les matins. Et puis elle achetait les légumes, elle achetait la viande ou le poisson. Voilà. Et elle allait régulièrement en ce qui concerne notamment les protéines, une source de protéines, viande, poisson, œufs, etc. C'était acheté tous les jours. Les légumes aussi, puisqu'on changeait régulièrement de repas et on mangeait très équilibré. Et voilà, on mangeait très bien. Ensuite, lorsqu'on arrivait donc à Toulouse, la première année et la deuxième année, on était donc tous en famille. Donc on a continué, si tu veux, à manger de cette façon-là, et puis sainement, basé, si tu veux, sur la façon dont on s'alimentait au Maroc. Après, ça a un petit peu changé puisque mes parents ont divorcé, et puis là, on a mangé un petit peu de la vache enragée, si je puis dire. Et donc, ça a été un petit peu difficile. Ma mère faisait ce qu'elle pouvait, avec 3 enfants en charge, et donc on mangeait quand même correctement. Mais bon, on n'avait pas la même variété, on mangeait pas du poisson ou de la viande tous les jours, etc. Mais il y avait ce souci de manger en quantité pour prendre du poids et pour prendre du muscle. Et puis je savais déjà que les aliments laitiers, par exemple, c'était riche en protéines. Donc je mangeais des yaourts, du fromage, et puis je buvais régulièrement du lait, notamment à la salle, hein, jusqu'à 2 litres de lait à chaque séance d'entraînement. Et j'essayais de m'entraîner le plus fréquemment possible. À l'époque était plus qualitatif qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on n'aurait plus le même conseil à ce niveau-là. C'est vrai, mais du lait quand même entier, hein, puisque c'était plus calorique. Alors c'était 1 litre de lait blanc entier et 1 litre de lait chocolaté que je prenais après le litre de lait blanc, puisque j'en pouvais plus déjà. Et il fallait le digérer, c'est pas de l'eau. Ton système digestif devait en prendre un coup. À l'époque, je pouvais manger des pierres. Hein. Petit aparté, Francis, moi j'ai le cœur qui bat vite en entendant tout ça, mais certains de nos internautes vont entendre
un bruit régulier qui se situe à Cape Town. Bam, bam, bam. Alors vous inquiétez pas, c'est pas le cœur de Francie non plus qui bat la chamade, même si on est passionné quand on parle tous les deux. Il y a des travaux au 12e. Voilà. Alors moi, je vis au 9e étage, là. Hein. Oui. Je suis au 9e étage. Voilà. Juste pour qu'ils ne s'inquiètent pas, les travaux au 11e. Alors, de deux choses l'une, je monte et j'arrête les travaux. Et voilà, tu lui mets 2 gifles. Et on continue. Ou bien on change d'endroit. Non, on fait comme ça, c'est très bien, c'est très bien. Mais c'était voilà pour qu'il n'y ait pas d'interrogation après, pour qu'ils se disent mais c'était quoi ce bruit tout le long du podcast. Ça s'arrête, c'est par intermittence. Donc l'alimentation, en effet, à l'époque a été ce qu'elle était, mais tu t'es adapté, ça t'a pas empêché de progresser. À quel moment tu as vu vraiment des résultats qui t'ont fait te dire je suis fait pour ce sport-là? Alors, au tout début, j'avais comme motivation de travailler le plus lourd possible. Je faisais peu d'exercices, par exemple, pour chacun des groupes musculaires. Je faisais plutôt du développé couché pour les pectoraux, du tirage poulie pour les dorsaux, ou de la barre fixe, des barres parallèles pour les triceps, ou de la poulie. Pour les cuisses, je les évitais le plus souvent possible. On n'avait pas de leg extension, mais on faisait du squat, mais j'aimais pas trop le squat, puisque j'étais pas taillé et fait pour le squat. Petit bassin, petite ossature, taille fine, etc. Et j'avais de la force dans les cuisses, mais j'arrivais pas à faire des mouvements comme le squat avec autant d'aisance que le développé couché. En fait, je travaillais aussi lourd au développé couché qu'au squat. Et je travaillais quand même les cuisses, mais pas aussi fréquemment que le développé couché, évidemment. C'est ce qui fait qu'en très peu de temps, en l'espace d'une année, je suis passé de 26 kilos au développé couché en série, je pense aux alentours des 80 kilos en série. Oui, ce qui était pas mal déjà une première année. Et tu as par contre, après, tu as augmenté le décalage avec les cuisses, je pense, pour les premiers temps. Un peu de disproportion. Il y a eu un décalage, il y a eu une disproportion au niveau du développement musculaire et ça m'a poursuivi tout au long de ma carrière. J'ai toujours eu un buste un petit peu plus développé que mes cuisses. Ouais. J'ai eu beaucoup de mal à avoir les cuisses définies. J'ai eu beaucoup de mal à développer mes cuisses. Je me rappelle qu'en 1982, lors de mes championnats, donc lors des championnats de France, je faisais 58 cm à froid de tour de cuisse. Ah lorsque je remporte les championnats de France 1982 dans la catégorie des moins de 67-500, je devais faire 64 kilos, 65 kilos. Oui, on peut pas dire que c'est énorme, mais tout est proportionnel aussi à ta taille, ton gabarit, le côté musculaire que tu exhibais, qui te rendait encore plus impressionnant. Etc. Mais j'ai toujours compris qu'il fallait que je m'échauffe énormément puisque j'étais fin lorsque j'étais en forme. Et ça aussi, tout au long de ma carrière, même en fin de carrière, lors du Grand Prix d'Australie, j'étais à 84-85 kilos en décharge totale. Et lorsque j'étais froid, je me mettais devant la glace, et j'étais plat et j'étais pas volumineux. Donc il fallait que je m'échauffe énormément lors du Grand Prix d'Australie, notamment puisque j'avais comme concurrents les Priest, Branch Warren, Ronnie Rockel, Mohamed Mustafa, Vince Taylor, et eux ils faisaient bien minimum 25 kilos au-dessus de moi. Donc ça faisait beaucoup. Alors 25 kilos, c'est peut-être Vince Taylor, il devait faire 20 ou 25 kilos de plus que moi, et c'était le moins développé parmi tous les professionnels que je viens de citer. Ensuite, tu avais Lipris qui devait faire 95 kilos, qui était plus petit que moi, Ronnie Rockel qui avait ma taille, voire même un peu plus petit, qui faisait 101 kilos lorsqu'il remporte le Grand Prix d'Australie en 2006. Mohamed Mustafa, 120 kilos sec avec des cuisses, peut-être aussi dimensionné que Tom Platz, peut-être même plus, puisqu'il est plus grand. Voilà, Branch Warren, alors, lorsque j'étais à la conférence de presse et lorsqu'on nous a remis donc, les numéros, etc., lors du Grand Prix d'Australie, j'étais assis, à mes côtés, à ma droite, il y avait Branch Warren, et il était en jean, et il avait le jean coupé, si tu veux, sur le côté, au niveau des coutures, pour faire passer ses cuisses. Donc il avait un jean spécial, et il avait des cuisses au moins 3 fois plus grosses que les miennes. Au moins. Ah ça, j'en doute pas, et j'incrusterai les photos encore une fois. On refait le flashback et on revient un petit peu donc dans ta jeunesse. Ah oui, ramène-moi au début. Je te ramène. Oui, mais on abordera tout ceci, on les développera.
je te dis, il y aura plusieurs podcasts, hein, parce que là, on va essayer de boucler à 30, 40 minutes pour qu'on puisse avoir cette fréquence que maintenant on a et qu'on garde dans le Et cette podcast. intensité. Et cette intensité surtout. Cette passion, cette énergie. Moi, quand je vois ton physique, et que surtout je vois les toutes premières photos, je vois un buste énorme, je vois des dorsaux tellement évasés que, à la limite, on voit que le haut, comme tu as dit, hein, que le haut du corps, on voit un peu moins le bas. On voit une insertion dorsale donc, qui sent très très bas, pratiquement au niveau de ton bassin. On voit une bonne largeur d'épaule, hein, surtout une bonne mise en valeur, et des bras titanesques. Est-ce que les bras, ça a été ta marque de fabrique dès le début? Puisque on voit les premières photos, tu as commencé, on voit un certain physique, mais on le voit surtout au niveau de la largeur d'épaule, du dos, mais pas forcément les bras. Est-ce qu'ils ont réagi tout de suite? Alors, les bras ont bien réagi, oui, contrairement à mes épaules, qui ont réagi par la suite. Le dos aussi a réagi par la suite, mais les pectoraux et les bras ont réagi plus vite. Ça ne veut pas dire qu'ils ont réagi vite. Il m'a fallu quand même quelques années pour faire 40 cm de tour de bras. Je me rappelle lors du championnat de France junior, donc après 2 années d'entraînement dur, alors je dirais pas efficace, parce que je m'entraînais trop longtemps. Bien sûr. Bon, j'avais quand même toujours en tête de ressentir ce que je faisais. Et d'optimiser ce que tu faisais. Ça a toujours été mon guide, la sensation musculaire. Je m'interrogeais pas plus que ça, mais je savais que si je sentais mes muscles, forcément, ça allait être efficace. Donc, je faisais 40 cm de tour de bras lorsque j'ai fait les championnats de France junior à 18 ans, à l'âge de 18 ans. Et j'ai commencé à 15 ans. Donc, il m'a fallu quand même 3 ans pour faire 40 cm de tour de bras à froid. Alors comme quoi, hein, il faut cultiver la patience, parce que quand on voit que certains brûlent les étapes, hein, 3 années. 3 années quand même, hein, et 40 c'est pas énorme non plus. Hein. Tu as la chance d'avoir un biceps donc d'une rondeur incroyable, mais tu as l'équivalence au niveau du triceps, ce qui fait quand on voit tes bras par exemple en double biceps, on a la forme en fer à cheval du triceps, on a la forme arrondie du biceps. D'habitude, il y a des points forts chez les uns et les autres et des points faibles. Toi, c'est vrai qu'à part vraiment les cuisses, en termes de volume par rapport à un buste très évasé, on voit pas beaucoup de points faibles chez toi, et surtout pas au niveau des bras. Donc, les deux se sont développés proportionnellement, biceps-triceps? Oui, mais lorsque j'ai constaté que les bras se développaient plus rapidement, pas rapidement, plus rapidement que le reste de mon corps, de ma musculature, j'étais motivé. Et donc, j'ai fait les bras très souvent et très durement. Et puis, les bras sont plus faciles à exercer au niveau de l'énergie déployée. Oui. Donc, on a un potentiel supérieur pour travailler les bras qu'on n'a pas forcément pour les cuisses. Bien sûr. Et puis, ce sont des petits groupes musculaires, on peut facilement les surentraîner, mais on peut en tout cas facilement les cibler. On déborde d'énergie, contrairement aux cuisses où il faut beaucoup d'énergie et un gros mental vraiment pour bien s'entraîner et les forcer à se développer. Oui, et notamment quand c'est un point faible. Lorsque je faisais des squats et que je voyais que mes cuisses, elles bougeaient pratiquement pas, j'avais pas vraiment envie de retourner à faire du squat. Donc, si j'avais eu la génétique de Tom Platz, je pense que j'aurais eu les mêmes cuisses que Tom Platz. Et donc, la génétique, encore une fois, est déterminante quant au développement de notre musculature et de certains muscles en particulier. Et c'est vrai qu'au niveau des bras, j'étais favorisé génétiquement, mais il se trouve aussi que j'ai travaillé aussi dur et sinon plus dur que la plupart des pratiquants. Ça, il faut savoir aussi. Quelle était la fréquence d'entraînement de tes groupes musculaires quand tu étais adolescent et jeune compétiteur? Je dirais adolescent, je faisais plusieurs groupes de muscles dans la séance, mais je devais faire une fois les muscles en 2 ou 3 séances lorsque j'étais adolescent. Bon, après, je ne pouvais m'entraîner que 3 fois par semaine. C'est pour ça que j'ai piqué les clés du gymnasium et je les ai fait faire en double. Et j'allais m'entraîner en cachette les jours où c'était fermé. Donc, c'est vrai que je m'entraînais plus souvent. Et là, je faisais peut-être 2 fois chacun des groupes de muscles. Voilà, 2 fois chaque groupe musculaire par semaine, en gros, avec une légère rotation d'une oui, semaine à l'autre. En évitant les cuisses tout de même. En évitant les cuisses. Donc, en fait, toute ton énergie au début, elle était concentrée sur le haut du corps. Hein? Absolument, et puis en entraînant pratiquement pas les mollets, puisque bon, les mollets on les entraîne pas. Ouais. T'étais en Bermuda, tu étais en short. Je suivais la tendance, hein.
Bon, ben, à l'époque, je m'entraînais avec Ben Lili, je me rappelle, donc un Maghrébin. Je m'entraînais avec Dédé, un Antillais. Qui n'aimait Je pas faire m'entraînais, les cuisses, qui n'était pas voilà, avec prédisposé non un plus peut-être pour avoir de Espagnol. gros mollets. Personne à l'époque n'aimait faire les cuisses. Il y avait que les haltérophiles dans notre gymnase qui adoraient faire les cuisses et qui étaient très forts. Et qui nous Oui. mettaient la potée aux cuisses, évidemment, puisque j'étais très fort. Squat devant, squat derrière. C'était des titans pour nous. Est-ce que dans la salle que tu fréquentais à Toulouse, il y avait, ça m'intéresse beaucoup, je pense que ça intéresse ceux qui nous écoutent, du matériel de haute qualité où il y avait la base, c'est-à-dire des bancs, un rack, des poids et des haltères, libres. Absolument. Il y avait la base, comme tu dis, un développé couché, plusieurs développés couchés, mais il y avait des racks de squat, évidemment. Il y avait des plateaux pour les haltérophiles, puisque c'était un club d'haltérophiles. Hein. Nous, on était juste tolérés. Souvent Hein. c'était Et ça. puis, j'allais au gymnase, puisqu'on payait à l'époque peut-être 120 francs de l'époque par an. Hmm. Donc, il y avait une poulie murale qui se baladait, évidemment. Hein. Le poids se baladait, surtout quand on tirait trop vite. Bon, il y avait une petite moquette au mur pour pas escater le mur, hein, quand Tu même. vois, Faut pas qu'ils tu te rends attrapent sur le compte. mur. Il y avait des barres asymétriques puisqu'il y avait des gymnases aussi qui utilisaient le gymnasium. Donc, je m'en servais pour faire Les les tractions, les biceps, les tractions biceps, ouais. biceps ou dorsaux derrière, devant, parce que il fallait faire les dorsaux derrière, il fallait faire les dorsaux devant, il fallait faire une prise serrée. Donc, moi, je faisais un petit peu comme tout le monde, derrière, Bien devant, sûr, ouais. serré, etc. Euh, les barres parallèles, j'aimais beaucoup. J'étais bien en barres parallèles, j'aimais ça. Et on cherchait la répétition, bien sûr, que ce soit pour la barre fixe, les barres parallèles, Et de etc. toi, moi, je t'interromps, Francis. C'était très Est-ce que ça a intéressant. empêché de te développer, de ne pas avoir le matériel Non, qu'on a aujourd'hui? non, je pense que Pas du tout. j'aurais pu préparer Olympia dans ce gymnase. Mais oui, mais tu sais, l'important, c'est la passion, c'est la motivation. C'est pas et la génétique évidemment si tu veux être champion mais le reste si tu veux il faut un minimum et il est évident que si tu possèdes un gym si tu t'entraînes dans un gym où le matériel est sophistiqué et où tu as des machines qui fonctionnent mieux obligatoirement tu vas avoir des sensations supérieures et tu vas pouvoir varier, panacher tes entraînements, faire des programmes d'entraînement qui vont te permettre de te motiver, de te remotiver, de Mhm. te De stimuler, casser la etc. routine, de travailler sous des angles Voilà. différents, etc. Tout à fait. Mais Mais c'est pas l'important l'essentiel. reste. Hmm. Non, c'est pas essentiel. Si je fais référence aux gens qui sont venus s'entraîner chez moi lorsque j'ai ouvert mon club en 1980, j'avais quelques personnes qui avaient une génétique aussi bonne que la mienne. Ils avaient des prédispositions au niveau de la génétique autant que j'en avais. J'avais même des stagiaires qui venaient à partir de 1985, 5 ans après, lorsque je faisais des stages avec Bernard Lambert, de Marseille. J'avais même Daniel Coussieu qui était venu faire un stage chez Mhm. nous et qui était donc notre élève à Bernard et moi. Parce qu'il voulait savoir pourquoi ben, je progressais, pourquoi ben, j'avais cette forme-là, etc. Et lorsque je lui ai passé devant, à Daniel en 1985 pour mes premiers championnats du monde. Il fait 7, je fais 5. Bon, ben c'est là qu'il est venu par la suite faire un stage avec nous. Donc, ce que j'avais, Daniel était très passionné, très passionné. Donc, il ne manquait pas la passion, la motivation, mais il voulait des connaissances en plus pour voir s'il ne pouvait pas améliorer son physique et puis grimper dans le classement. À l'époque, il était déjà champion d'Europe, mais il voulait être champion du monde. Donc, c'était la passion Oui, je pense que c'est qui ont fait les champions de l'époque. la Hein. clé de Gérard voûte vraiment Pivet, de. Daniel Pousseux, Gérard Neuville, Gérard Bouinou, pardon, Jacques Neuville, Serge Dubray, tous ces champions français avaient en commun la passion. Et c'est ce qui permettait d'être champion. À En propos plus de, de certaines critiques et des connaissances, bien sûr. etc. À propos de passion, justement, euh, à quel moment justement tu es passé donc du pratiquant qui aime passionnément ce sport-là, au point de décider, je vais créer un club de gym, je vais en faire mon métier. À quel moment? On te l'a conseillé, toi-même tu t'es dit c'est ce que je veux faire dans la vie? En 1977, j'ai l'opportunité d'aller m'inscrire chez Serge Ollier. Serge Ollier était le préparateur de nos plus grands champions du sud de la France.
sud-est, sud-ouest, et voire même plus loin. Il était copain avec Serge Libré à l'époque, et donc c'était un bon préparateur. Et donc, c'est à ce moment-là, en le voyant travailler dans son gym rue des Lois, à Toulouse, que j'ai eu envie, moi, de faire la même chose, puisque j'avais pas de qualification, j'avais pas de métier. Je n'ai pas poursuivi mes études, donc j'ai été en vie active à 17 ans. Et en voyant donc Serge très bien gagner sa vie avec son club, et aussi faire de sa passion son métier, eh ben, j'ai eu envie de l'imiter, de faire pareil. C'est là que j'ai eu l'idée de créer mon propre gym à Toulon, et c'est ce que j'ai fait donc 3 années après. 3 ans à peine, donc ouais, assez Donc, rapidement quand même. Et tu avais quel âge donc? ben, j'avais 20 ans, 21 ans. Oui, donc directement dans la vie active en tant que chef d'entreprise, assez jeune quand même. Hein. Oui, ben, lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai fait un petit peu tous les métiers. J'ai travaillé avec mon père dans son garage en tant qu'électricien auto apprenti, hein, évidemment. Donc j'ai commencé à gagner ma vie là. Et puis après, j'ai fait un petit peu tous les métiers. Je donnais des coups de main à un plombier, donc je faisais un petit peu de plomberie, je faisais de la maçonnerie à Toulon. J'ai été même, je faisais partie de la surveillance française. Je travaillais en tant que surveillant. Je faisais les 3-8, hein, c'était pas facile. Mais je m'entraînais, puis j'ai mis de l'argent de côté comme ça, et puis avec l'aide de mon père, qui s'est porté garant pour un crédit, un petit crédit, peut-être à l'époque, je crois que c'était 30 000 francs, si mes souvenirs sont bons, ce qui représente à peu près 3 000 euros aujourd'hui. Donc avec un peu d'argent de côté, et puis donc ce crédit que grâce à mon père, j'ai pu monter le Gold Gym toulonnais. Le Gold Gym Toulonnais. Et je pense que beaucoup qui nous écouteront s'en souviennent. Ah ben oui, puisque je vois qu'il y a beaucoup de nostalgiques hein, sur Facebook qui ressortent des photos. Il en est passé. Qui parlent de toi, qui ressortent des photos. En ce moment, il y a Raymond Servier. Raymond Servier, tu as vu ces photos là ces derniers jours lors d'une démonstration de ta part au championnat de France, apparemment dans les années. Paris en 1989. C'était après la tournée européenne. Donc, voilà, avec Lianet. On était en démonstration. Il y avait donc la star de l'époque, Monsieur Olympia. Lianet, qui était en démonstration. Il y avait le regretté Momo Benaziza. C'est ça. Thierry Pastel, et puis moi-même. Et donc, on a fait chacun, tour à tour, une démonstration. Évidemment, Lianet est passé à la fin. Et ensuite, eh ben, on a fait un pose d'homme. Donc, Thierry, Momo, Lee et moi, on a fait un pose d'homme. Et c'est là que j'avais vraiment envie, et j'ai vraiment cru que j'allais être Monsieur Olympia, puisque bon ben j'étais avec Lianet qui était Monsieur Olympia, qui était en démonstration, puis je l'ai vu s'échauffer, je l'ai vu de près. Bon, j'étais déjà j'avais déjà fait un Olympia avec lui en 1989. Ah non, j'avais pas encore fait l'Olympia puisque j'ai remporté. Tu le faisais l'année d'après en fait. La sélection. Oui. Lors du Grand Prix. Je me suis fait sélectionner lors du Grand Prix d'Allemagne. J'ai fait 4e, Momo 3, Momo Benaziza. Deuxième, je crois que c'était Gary Strydom. Et premier, Mike Christian. Et donc, je me qualifie, et Momo aussi, pour Monsieur Olympia 1989. Et Momo et moi, ben, on participe à Monsieur Olympia en 89 à Rimini, en Italie. Ça me fait penser une chose. Tu vas pas me dire le contraire. C'est que il y a eu 2 époques qui se sont suivies, en fait, où il y a eu quand même pas mal de Français à Olympia. Aujourd'hui, récemment, on avait que Lionel Beyeke, avec un incroyable physique. Hein, et une génétique incroyable, un super physique. Pour moi, un Olympien potentiel. Ah oui, un Olympien. Un Olympien, non pas dans les 10 premiers, mais au titre, hein, prétendant au titre. Le titre, absolument. Tout à fait. Un petit peu avant, on a eu des Olympiens en même temps. Bouignoud, on avait Jacques Neuville. Ensuite, on a eu quand même une grosse série entre toi, Pastel, Momo, j'en oublie peut-être, non? Ben, à cette période-là, si tu veux, après 1987, effectivement, il y avait 3 d'un coup, Momo, en tout cas, Thierry 3 d'un coup. Et moi. Oui. Thierry nous a rejoint un petit peu plus tard, parce que lui, il raflait tous les titres à la WABA, à l'époque. C'est ça. WABA, NABA. Donc, à l'époque, le président était Serge Dubré, hein, il était président de la WABA. Et donc, Thierry remportait tous les titres.
Et il a voulu changer de fédération, passer à l'IFBB, et donc il y avait effectivement Momo, Thierry et moi. On reparlera de Thierry et de Momo dans le prochain podcast parce que j'ai envie qu'on parle d'eux puisque malheureusement un nous a quittés, le deuxième j'ai eu du mal à rentrer en contact avec lui, Pierre Mazereau essaye d'avoir des nouvelles mais on a un peu de mal. Je l'ai aperçu sur Facebook il y a quelques jours. C'est ça. Mais moi j'aimerais l'interviewer ou en savoir un petit peu plus et j'ai un peu de mal. Est-ce qu'il y avait une émulation justement? Alors on s'était arrêté début des années 80, on est passé là presque à la période d'Olympia. Entre-temps, ton évolution, ta progression, les divers championnats jusqu'au championnat du monde où tu fais deuxième, derrière Mabrouk. Voilà. Absolument. À ce moment-là, il y a le père du culturisme moderne, Joe Weider, qui te repère, qui voit le filon, qui voit l'athlète charismatique, esthétique que tu représentes avec un physique, donc une statue vivante, hein, et qui te dit, moi, je t'offre une carte professionnelle. Toi, tu dis quoi à ce moment-là? Ah ben, moi, je dis oui. Et Bernard Lambert dit non. Et Bernard Lambert, à l'époque, était mon entraîneur, mon coach. Et lui souhaitait vraiment que j'obtienne le titre de champion du monde. Parce qu'il était persuadé que je pouvais. Il pensait même que j'aurais dû remporter les championnats du monde de 1987 dans la catégorie des poids moyens. Donc, il aurait préféré, en 1988, que je continue et que j'obtienne mon titre de champion du monde. Voilà. Mais à l'époque, c'était quelque chose d'obtenir un titre de champion de France, champion d'Europe ou champion du monde. C'était quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, avec un titre national, certains souhaitent passer professionnel, souhaitent obtenir leur carte professionnelle. Et on voit ça dans le monde entier et dans chacun des pays du monde entier. C'est pas propre à la France. C'est vrai. Mais rétrospectivement, quand je vois le niveau qu'il y avait à Monde de votre époque, c'était des Olympiens dans l'année qui suivait. Enfin, c'était un niveau de dingue hein, quand même, hein, je trouve. Hein. Oui. Toute proportion gardée. Il faut dire que avant d'être deuxième sur Olympia, l'INE a été champion du monde à IFBB. Juste avant. Oui, c'est ça. Juste avant. Il fait son premier Olympia en 83. Il perd, c'est Banout qui est Monsieur Olympia à ce moment-là. L'année d'après, il revient et il met tout le monde d'accord en gagnant 8 fois d'affilée en fait. Hein. C'est ça. Et donc Ronnie Coleman, pareil, lorsqu'en 92 il fait Monsieur Olympia pour la première fois, je crois qu'il est 16e lorsqu'il fait. Il est champion du monde. Il est Monsieur Américain. Oui, il a commencé à Olympia dans 16e, je crois, si tu ne te trompes pas, c'est ça. Voilà, et champion du monde. Avec sa moustache, et on pouvait imaginer ce qu'il allait devenir, mais on ne pouvait pas forcément. Il y a très peu qui auraient pu dire qu'il allait être Monsieur Olympia quand même. Oui, il a fini 16e. Attends, il était quand même poids lourd. Oui. Et moi, je me souviens très bien de lui. Il n'était pas connu, certes, c'est pour ça qu'on l'a peut-être pas appelé dans les 10 premiers pour des comparaisons. Je crois que ça a été un petit peu. Et puis, il était un peu timide sur scène, était un peu inexistant, il savait pas bien se placer, etc. Et puis, l'année d'après, il a commencé à bien se classer à Olympia et puis à remporter les grands prix professionnels. Revenons à ton championnat du monde, Francis. Qu'est-ce qui t'a manqué d'après toi, ou qu'est-ce qui a manqué aux juges, enfin, d'après leur jugement, pour te classer champion du monde? Un peu plus de définition. Hein, parce que Mabrouk était assez vasculaire, un peu plus défini. Oui, il avait beaucoup moins esthétique que toi, beaucoup moins esthétique. Il avait plus de qualité musculaire au niveau de la densité, de la définition, de la séparation des muscles. Il était plus fibreux que moi, oui, mais il a toujours d'ailleurs une morphologie discutable, des épaules étroites, un bassin plutôt large par rapport à la largeur de sa clavicule, et puis des muscles pas gracieux, pas harmonieux, pas esthétiques, pas plaisants, donc des cuisses aussi. Il y a une forme, il y a un dessin de muscles qui aussi donne, comment dirais-je, ce côté artistique et ce côté sculptural, ce côté... une dimension au physique, à la musculature. Mais il est assez trapu, en effet. Je me souviens, tu sais pourquoi je m'en souviens, Francis, je t'interromps une fois de plus. C'est parce que j'avais acheté Le Monde du Muscle. Je me souviens qu'il y avait les photos de Pierre Mazereau dedans. Il y avait d'autres photographes, mais il y avait les tiennes.
Et déjà, j'étais fan du personnage, donc je le répète, tu imagines ma joie de collaborer avec toi sur ta technique, hein, et là sur la PPM, et de partager tous ces podcasts avec les internautes. Et déjà à l'époque, je me disais, bon, j'avais repéré le bas, hein, les cuisses un petit peu fines par rapport au buste, mais quand même l'ensemble, l'esthétisme, et Dieu sait qu'il y a cette vidéo qui circule du championnat du monde, où on entend les commentateurs américains parler de classe, d'esthétisme, de maintien, de gestion des poses et de contrôle, qui font que pour moi c'est ça, le culturisme, c'est toi qui étais représentatif pour moi d'une première place. Il est clair que si tu avais un tout petit peu plus de sèche, là tu étais premier Oui, sans aucun doute. mais tu vois, c'était discutable puisque il faut quand même tenir compte du compromis. Certes, Mabrouk était plus défini que moi, mais la ligne était meilleure, l'ossature Je était suis d'accord. meilleure, D'accord. la forme des muscles était plus agréable, il y avait beaucoup de choses. Le posing aussi. Donc, si on met, si tu veux, tous les éléments d'une compétition de bodybuilding bout à bout, Oui. j'aurais pu remporter ce championnat du monde sans que ça fasse un scandale. Exactement. Pour tous ces critères-là, qui sont l'essence même du bodybuilding, tu aurais pu être premier. Moi, je suis tout à fait d'accord. La rencontre avec Wader, on va en parler dans le deuxième podcast, parce qu'on arrive déjà à la fin de ce premier. Pour moi, à part l'intervention d'incruster quelques images et quelques vidéos, ça va être beaucoup plus facile à monter. Et c'est pour ça que je vais le mettre en ligne, je pense, dès demain. Donc, vous pouvez me dire merci, hein, les internautes, hein, parce que c'est du boulot quand même, j'ai autre chose à faire. Vous pouvez nous dire merci, nous dire merci, et surtout merci à toi, Francis. Donc, moi, je dis à tous les internautes, voilà, si vous avez aimé, vous partagez ce podcast qui restera sur YouTube et dans les mémoires, puisque je l'appelle La légende de Francis Benfato, on va faire plusieurs épisodes. Gardez-le à l'esprit, inspirez-vous-en, parce que pour moi, c'est ça l'essence du bodybuilding, c'est Francis, avec tout ce qu'il représente, et du personnage, Francis Benfato, qui, je le répète, est pour moi une légende. Oui, ce que j'aimerais rajouter, c'est un message aux internautes. Donc, posez vos questions de façon à ce que lors de nos prochains podcasts, au sujet de ma carrière, par exemple, eh ben, on puisse répondre à vos questions. Bien sûr, avec grand plaisir. Et puis aller plus loin un petit peu dans l'explication de ma carrière. Moi, j'aimerais en fait que les internautes se mettent à ma place. Moi, aujourd'hui, je t'ai posé quelques questions. On n'a rien préparé du tout. C'est ce qui me venait comme ça de but en blanc. J'aimerais que eux-mêmes se disent, moi, je suis face à Francis Benfato. J'ai son amitié. Je peux lui poser des questions. Il va me répondre. Donc, n'hésitez pas. Profitez-en. On a la chance qu'aujourd'hui, YouTube est un média sans précédent pour pouvoir justement approcher quelqu'un qui se trouve à l'autre bout de la planète, à Cape Town, en Afrique du Sud. Vous excuserez le téléphone qui sonne, mais je n'y répondrai pas, on finit le podcast. Donc profitez-en, posez vos questions sous la vidéo, sous YouTube et sur le Facebook Bodybuilding Rules, où je vais la poster également. Et on y répondra dès la semaine prochaine. Ça te va, Francis? Ah ben c'est parfait. On fait comme ça. C'est très bien. Bon, bonne journée à toi, mon ami, et à tous les internautes. Je dis à très très vite donc pour un prochain podcast. Bonne journée à tous. À bientôt. Ciao, ciao.